Je veux dire des petites houppes. Comment? Alors, je pense que Jean-Charles va prendre le micro et démarrer. Voilà. Bonsoir, chers amis. Effectivement, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ont entendu l'intervention, les quelques mots de Joël Alouche, c'était juste l'apéritif. Voilà, on a servi un peu d'anisette et quelques olives. Non, vous n'avez rien raté. Nous n'avons pas commencé puisque nous attendions, non pas les retardataires, ceux qui ont eu du mal à trouver une place de parking pour rejoindre leur Zoom. En tout cas, je m'appelle Jean-Charles Zerbib. J'ai le plaisir, avec un certain nombre d'amis ici, de faire partie du comité d'organisation du prochain rassemblement mondial des Juifs du Constantinois. Et c'est ce comité qui a souhaité et décidé d'organiser une série de soirées en utilisant cet outil formidable qui nous permet ce soir d'être dans 8 pays différents, dans une 50 ou 60 villes différentes à travers le monde et qui nous permet comme ça de nous rappeler en cette soirée du 5 août 2021 de ce qui a marqué le judaïsme constantinois en particulier, mais l'ensemble peut-être du judaïsme algérien, enfin d'Algérie, puisqu'il n'y a pas de judaïsme algérien, de judaïsme d'Algérie, qui était évidemment le pogrom, ce terrible pogrom du 5 août 1934. Ce n'est pas moi l'intervenant ce soir, je ne suis que le MC, comme disent les jeunes, le Master of Ceremony. Et donc, je vais de suite laisser la parole avec votre permission au président du comité d'organisation du rassemblement, Francis Attali. Et je vous donnerai ensuite, au fur et à mesure, le déroulé de notre soirée. Je rappelle que cette soirée est enregistrée, car beaucoup d'amis, je ne sais pas pourquoi, ça doit être la période, sont en vacances et nous ont demandé de leur envoyer. Donc, on vous enverra le lien qui vous permettra de suivre tout cela au fur et à mesure. Bonne soirée et je laisse la parole de suite à Francis Attali. Bonsoir tout le monde, merci Jean-Charles. C'est vraiment, vu le sujet qui est un peu triste, mais ça me fait beaucoup de plaisir de voir tellement de personnes qui se sont branchées sur le lien Zoom. On a même des gens, je crois que là je regarde, on est déjà 98 personnes et on a même des gens de Mexico, je regarde. Et vraiment, la communauté constantinoise du Constantinois, comme d'habitude, est un peu de partout. Voilà, moi je voulais expliquer quelques mots. On travaille avec, ça fait déjà presque 1 an. On devait faire malheureusement le congrès, le rassemblement le mois d'octobre, mais vu la pandémie, nous avons décidé le comité d'organisation. Ce sont 20 personnes qui sont tous volontaires et qui travaillent acharnement de façon à pouvoir former ce grand rassemblement. Et nous avons décidé de reporter, je voudrais que vous preniez, vous arrivez cette date, save the date, on vous enverra. Ça sera, si Dieu veut, le 22 et le 29 mai en 2022. Nous avons choisi cette date parce qu'il y a aussi les vacances de l'Ascension, de façon que les Français puissent venir en Israël plus facilement pour eux. Voilà, je voulais dire, je vous remercie. On a décidé de faire le prochain qu'on fera, Bezrat Hashem, ça sera sur la liturgie, la musique liturgique constantinoise sur les piyutim. Ça sera pendant la période entre Rosh Hashanah et Kippour. On vous donnera le lien. Et je vous remercie encore. Serge, c'est 87 ans, c'est pas 84 ans. 87 ans, tu as raison. 87 ans, malheureusement, qu'il y a eu cet événement. Et malgré le temps, je sais que moi, mon papa, il me parlait toujours de cette histoire. J'habite à Natania. À Natania, nous avons une grande plaque. Et chaque fois, les gens, quand ils rentrent, demandent c'est quoi cette plaque, c'est quoi le pogrom. Voilà. En tant que cinéphile, je travaille justement sur un scénario parce qu'il n'y a pas du tout beaucoup de documents audiovisuels. Il y a beaucoup de documents audio, mais des documents visuels. On est en train de travailler avec l'INA, d'essayer de trouver des documents pour faire un film sur cet événement. Bonsoir à tout le monde et merci à tous. Merci Jean-Charles. Merci beaucoup, Francis, de tout le travail qui est fait pour organiser tout cela. Nous avons une soirée avec un certain nombre d'intervenants, certains historiens, certains témoins, et je voudrais remercier Serge Alouche, à qui je vais laisser la parole de suite, qui a été le maître d'œuvre
de l'organisation et du choix des intervenants et de la fourniture, je dirais, d'un certain matériel audio et visuel que nous verrons dans un moment. Et donc, Serge, je te cède de suite la parole. Alors, il triche un peu aujourd'hui. D'habitude, Francis habite à Natania et là, il est à Marseille. Et Serge Alouche, qui d'habitude habite à Lyon, est à Ashdod. Voilà, pour montrer que ce monde est fou et c'est comme ça, il faut l'accepter. À toi, Serge. Merci beaucoup, Sansal. Merci d'être si nombreux ce soir pour cette première conférence. Nous avons un devoir mémoriel de nous souvenir qu'il y a 87 ans, le dimanche 5 août 1934, un pogrom déferle sur Constantine et ses environs, alors département français. Une foule musulmane fanatisée égorge, massacre et pille impunément pendant toute une journée sans intervention de la police ou de l'armée. On dénombre au soir 27 morts, donc 25 juifs, et parmi eux 5 enfants, 6 femmes et 14 hommes. Que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? Le pogrom du 5 août 1934 n'est pas un accident fortuit, un fruit amer naissant brusquement d'un rameau de saine apparence. L'histoire de l'Afrique du Nord est éclaboussée de sang juif. C'est une donnée permanente de ce pays aux passions brûlantes. La conquête arabe, avec sa religion triomphante, a relégué le juif dans une position subalterne, non exempte de violence. La France aussi, du moins dans sa projection outre-mer, n'a pas pu empêcher les communautés juives d'être souvent en but à l'hostilité et à la discrimination. Nous avons décidé, avec les membres de ce congrès, de se réunir ce soir pour évoquer avec vous ces moments tragiques survenus dans notre chère ville de Constantine. Nous écouterons des témoignages poignants, enregistrés de leurs vivants, de personnes témoins de ce pogrom. Plusieurs personnalités historiennes, universitaires, constantinoises ont travaillé sur ce sujet, interviendront dans cette conférence. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup, Serge. Je sais qu'il a fait aussi un effort important parce que c'est très, très difficile. Le temps de tous nos intervenants est très, très limité. Nous sommes déjà excusés auprès d'eux. Merci donc de le respecter. Donc, nous allons avoir ce soir un certain nombre d'intervenants, comme vient de le dire Serge, et aussi un témoignage et des images et du son, comme nous l'a précisé Serge. Et nous voudrions demander donc à Madame Joëlle Alouche Benayoun d'ouvrir cette soirée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle avait déjà commencé à s'échauffer en nous précisant quelques petites choses importantes sur le contexte de l'époque. Joëlle, c'est à vous. Bien, bonsoir à tous et j'espère que la soirée va bien se dérouler. Bon, donc je vais parler du pogrom de Constantine. Comme je le disais tout à l'heure, cette histoire, cette mémoire du pogrom est vraiment une mémoire traumatique. Quand j'interviewais des Juifs de Constantine il y a 20 ans, la première chose dont ils me parlaient de leur vie en Algérie, c'était ce fameux pogrom de Constantine. Alors, je vais rapidement rappeler ce qui s'est passé. Du 3 au 5 août 1934, il y a des rumeurs dans la ville et dans les environs de la ville qui mettent en cause un soldat juif qui aurait, je mets le conditionnel parce que jusqu'à présent on n'arrive pas à savoir exactement ce qui s'est passé, mais donc un soldat juif qui aurait uriné contre une mosquée ou qui aurait insulté des fidèles musulmans pendant leurs ablutions. Et ces rumeurs diffusent en plus la nouvelle de l'assassinat d'un chef arabe nationaliste important à Constantine qui était le docteur Benjeloul. Donc, des émeutiers arabes qui étaient chauffés pendant 2 jours dans les environs de Constantine déferlent, comme a dit Serge, sur la ville, plus exactement sur le quartier juif de la ville le 5 août, et pendant toute la journée mettent à sac le quartier juif.
pillent les magasins, sortent les tissus, les bijoux, les sortent, les volent, etc. et rentrent dans les appartements, égorgent des familles, des individus. Donc, on dénombre 25 juifs tués, donc de 4 ans à 67 ans, et plusieurs dizaines de juifs blessés, bien entendu. Bon, on trouve aussi dans ces macabres dénombrements, on trouve 2 musulmans. Bon, j'aurai l'occasion de dire pourquoi. Alors, tout cela se passe sous le regard de l'armée qui n'intervient pas. Pourquoi? Le maire de la ville, qui est Émile Morino, qui est un maire qui a été élu sur une liste anti-juive, qui s'appelait comme ça, liste anti-juive, parti anti-juif. Le maire est en vacances, il est au bord de la mer, et donc il n'y a pas de personnalité qui puisse donner d'ordre d'intervenir. Donc les soldats sont là, mais observent, ne font rien. Et on voit que les Européens regardent ça avec plaisir, ils voient qu'il y a des dévastations, qu'il y a des massacres, ils n'interviennent pas, au contraire, ils sont ravis. Et on voit des musulmans qui pactisent avec l'armée. Bon, ils ont volé des parfums, ils ont volé des tissus, et ils les offrent à certains soldats qui les acceptent. Le massacre ne va s'arrêter que lorsque Morino revient. Donc, lorsqu'il revient de ses vacances, à ce moment-là, l'ordre revient, il fait intervenir l'armée et le massacre s'arrête, les gens rentrent chez eux. Il reste 25 morts sur le pavé. Donc, les obsèques vont avoir lieu et comme je disais tout à l'heure, c'est un véritable scandale parce que les Juifs vont mesurer l'intensité de leur solitude. Les officiels français, il n'y en a aucun qui assistera à ces obsèques. Et le gouverneur général de l'Algérie d'alors dira que les Juifs avaient provoqué ces manifestations, qu'ils étaient trop arrogants et qu'aller à leurs obsèques était leur donner raison. Donc, aucune présence officielle aux obsèques de ces malheureuses victimes. Il ressort des rapports officiels que les responsables politiques ont pris peur eux aussi de ce massacre, pas parce qu'on massacrait des Juifs, mais parce que pour la première fois, les Arabes s'étaient organisés collectivement. Et du coup, s'ils s'étaient organisés collectivement, s'ils savaient s'organiser collectivement pour massacrer les Juifs, ils pouvaient aussi s'organiser collectivement pour attaquer le pouvoir colonial. Donc c'est ça qui était en fait dans la tête des officiels et qui a été ressenti comme quelque chose de grave pour eux. Par ailleurs, ce qui se passe au niveau des officiels des différentes religions, c'est qu'il va y avoir des notables musulmans, en particulier le cheikh El-Ogbi, qui va prôner la paix, la réconciliation, et quelques notables musulmans vont assister aux obsèques. Mais en fait, la majorité des notables musulmans n'assistent pas aux obsèques, mettent la faute de ce massacre sur les Juifs eux-mêmes, on a l'habitude de ça, bien sûr, et ils disent que les Juifs sont devenus trop arrogants au fil du temps et que par ailleurs, ils ont l'économie d'Algérie dans leurs mains et ils profitent de la crise mondiale, de la crise économique mondiale. Donc, aucune compassion, bien entendu. Ceci étant, au plus fort de l'émeute, bien entendu, et je suppose que c'est ce que l'on va entendre dans les témoignages, il y a des Arabes qui protègent des Juifs, qui les cachent, qui les protègent. Et Ferhat Abbas, qui est alors un responsable nationaliste important dans le Constantinois, fait placarder dans toute la ville des affiches dans lesquelles il est écrit que nous sommes solidaires de nos frères juifs. Et on voit là, si vous voulez, une idée que va reprendre aussi le FLN plus tard, à savoir que les Arabes ne sont pour rien dans ce massacre qui a été entièrement fomenté par les Français. Alors, bien sûr que les Juifs ne minimisent en rien ce qu'ont fait les musulmans à Constantine, mais quand ils en parlaient à l'époque et quand ils en parlent, quand je les interroge dans mes entretiens, ils mettent quand même la responsabilité effectivement sur le maire Morino et sur les responsables politiques de la ville. Et ils considèrent que ce sont les Français antisémites qui ont en fait fomenté ce massacre et qui ont fait en sorte de détourner
les souffrances des Arabes qui étaient vraiment dans une sale situation après la crise de 29, de détourner la souffrance des Arabes sur les Juifs qui sont toujours les boucs émissaires particuliers. Bon, donc qu'est-ce qui va se passer après le 5 août? Eh bien, après le 5 août, les relations entre les Juifs et les Arabes à Constantine vont être très détériorées et pendant plusieurs mois, les Arabes vont boycotter les magasins juifs. Alors, si je reviens sur le climat un peu général, mais je vais aller vite, je répondrai éventuellement aux questions après. Si je reviens sur le climat général à Constantine et en Algérie, ce qui dominait, si vous voulez, chez les Européens, et ça vraiment il faut l'avoir en tête, les historiens d'ailleurs considèrent que c'était la seule idéologie des Européens d'Algérie, à savoir l'anti-juivisme, je ne sais pas comment dire, on ne peut pas dire l'antisémitisme parce que ce n'était pas pensé, si vous voulez, comme théorie scientifique, entre guillemets, mais c'était vraiment cette haine anti-juive profonde, peut-être surtout par ces populations immigrées du sud de la Méditerranée, les Maltais, les Italiens, les Espagnols, très catholiques et qui haïssaient les Juifs. Donc, lorsque le décret Crémieux a été promulgué en 1870, ça a été une explosion de rage, si vous voulez, parmi les Européens, la majorité d'entre eux, et ils n'ont eu de cesse, depuis octobre 1870, c'est-à-dire la date du décret Crémieux, ils n'ont eu de cesse de le faire abroger. C'était leur mot d'ordre, hein, l'abrogation du décret Crémieux. Et ce qui est intéressant de voir d'un point de vue historique, si vous voulez, quand on voit quelle est la réaction des populations musulmanes par rapport à ça, on peut dire qu'ils sont absents de ces problèmes politiques-là. Ça ne les intéresse pas. Le militer dans les partis anti pour l'abrogation du décret Crémieux, non, il n'y a pas de mouvement organisé musulman, si vous voulez, contre cela. Ceci dit, c'est vrai que le décret Crémieux a provoqué chez eux une espèce de fracture. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Lorsque le décret Crémieux a été promulgué en 70, les Arabes l'ont conçu pour mépriser encore plus les Juifs. Pourquoi? Parce que comment accepter d'être français alors que ce sont les Français qui nous ont vaincus, qui nous ont conquis? Vous voyez? Donc, accepter de devenir français, pour eux, c'était méprisable. Donc, au début, si les Juifs voulaient être français, ça ne les dérangeait pas, ça accentuait pour eux le mépris qu'ils avaient pour les Juifs. Mais au fil du temps, et surtout avec la propagande des Européens anti-juifs, ils ont conçu le décret Crémieux comme une manière de les écraser. C'est-à-dire que dans tous les rapports de police, d'ailleurs, c'est ce que les informateurs notent, à savoir que les Arabes considèrent que depuis qu'ils sont français, les Juifs sont devenus arrogants envers eux. Depuis qu'ils sont français, les Juifs ont beaucoup changé par rapport à eux. Bon, effectivement, les Juifs sont passés d'un statut de dhimmi à un statut de citoyen, et du coup, les rapports entre les musulmans et les Juifs n'étaient plus tout à fait les mêmes. Bon. Par ailleurs, donc ça, je vous ai parlé des Européens. Maintenant, les Arabes eux-mêmes étaient en général absents des partis anti-juifs, ça c'est vrai, mais il y avait une hostilité constante, une hostilité constante envers les Juifs. Donc, comme je vous l'ai dit, parce qu'ils les trouvaient très arrogants, mais aussi parce qu'ils commençaient, dans ces années 30, à être sensibles à l'idéologie nazie. Et beaucoup parmi eux, et dans leur presse, ils avaient de nombreux journaux, beaucoup parmi eux considéraient Hitler, tenez-vous bien, comme un grand capable. Bon, en même temps, à cette époque-là, comme vous le savez, le foyer national juif se développait et il y avait une très forte hostilité de la population musulmane contre le foyer national juif en Palestine. On raconte qu'une conférencière venue de France, une conférencière juive venue de France, pour parler de ce qui se faisait en Palestine, n'a pas pu faire sa conférence parce que les musulmans avaient occupé la salle et empêché tout le monde de parler. Bon, en même temps, dans la ville, si vous voulez, pendant du début des années 1920 jusqu'en 1934, la ville était appelée dans les journaux français, elle était appelée Youpinville. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire.
et les graffitis sur les ponts, sur les murs, etc., plein de graffitis antisémites couvraient la ville, donc de cette ville qu'on appelait Youpinville. Et d'ailleurs, le préfet de la région considérait que s'il y avait ces troubles contre les Juifs par les musulmans dans le Constantinois, et beaucoup plus qu'en Oranie ou à Alger, c'est parce qu'il y avait trop de Juifs. C'est donc, s'il y avait ce problème, c'était un problème démographique. Il y avait trop de Juifs à Constantine et c'est ça qui déclenchait la fureur des musulmans. Donc, vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Bon, donc, en tout cas, ce qu'a fait le pouvoir colonial, c'était de mettre l'accent sur une soi-disant haine atavique entre les Juifs et les musulmans, ce qui leur permettait, si vous voulez, de se dédouaner de toute responsabilité dans ce qui se passait. Donc, les Juifs et les Arabes se sont haïs de tout temps, et donc, c'est normal qu'il y ait eu ce pogrom. Bon, donc vous comprenez, je vais m'arrêter là, vous comprenez que ce qui caractérisait les Juifs et les Arabes à Constantine et en Algérie en général, c'était l'ambiguïté. Ambiguïté parce qu'on partageait en gros la même cuisine, on aimait les mêmes musiques, on avait un certain nombre de valeurs culturelles en commun, mais également cette ambiguïté se fondait sur le passé où alternaient des périodes de coexistence tout à fait inégalitaires, mais de coexistence relative, elles alternaient avec des périodes de troubles, avec des périodes de révolte, avec des périodes de massacre. Et cette ambiguïté était bien sûr redoublée par le statut colonial, où les Français avaient une position de fait sur le plan de la citoyenneté plus élevée que les musulmans locaux. Donc, on peut dire que on peut définir, si vous voulez, la relation entre les Juifs et les musulmans en Algérie comme le musulman était proche et étranger en même temps. Vous voyez, c'est ça l'ambiguïté. C'était proche par la langue, par la cuisine, par les vêtements, par plein de choses, mais en même temps, c'était l'autre, c'était un étranger. Les Arabes sont en quelque sorte pour les Juifs l'autre qui est en même temps proche, mais celui dont on tend à s'éloigner au fur et à mesure qu'on s'occidentalise. En tout cas, le résultat, c'est que ce pogrom va accélérer la prise de conscience pour les Juifs de leur solitude. Ils sont livrés aux musulmans et les Français ne les aident pas. C'est d'ailleurs très intéressant, j'ai parcouru rapidement la presse française de l'époque. Il y a très peu, quel que soit le parti de gauche ou de droite, il y a très peu de monde qui soutient les Juifs dans cette situation-là. Donc les Juifs expérimentent, si vous voulez, leur solitude terrible. Et ce qui se passe, qui n'est pas sans intérêt, c'est que tout de suite après 1934, il y a beaucoup de familles juives qui vont partir de Constantine et qui vont s'installer, par exemple, en Tunisie, et quelques-unes viendront s'installer en France. Et par ailleurs, comme vous le savez, plus de 90% de la population juive d'Algérie et donc des Constantinois est venue s'installer en France pour ne pas rester dans l'Algérie musulmane. Voilà, j'espère que j'ai tenu le temps. Bravo Joël, bravo. Merci beaucoup. Ne parlons pas du temps parce que sinon nous aurions un case, comme on dit en anglais, un sujet. Mais en tout cas, je voudrais remercier Joël Alouche Benayoun, historienne. Et comme j'ai eu l'occasion de lui dire tout à l'heure en aparté, quand j'ai lu ses écrits sur Constantine et en particulier son livre écrit avec Doris Ben-Simon, elle s'appelait Donat à l'époque encore, Doris Ben-Simon Donat. Et je dois dire que d'abord j'ai beaucoup appris, et puis en même temps c'était très très émouvant parce qu'on touche à l'humain et pas uniquement à une histoire ancestrale très belle, mais qui paraît très très ancienne. On est rentré dans les cuisines des personnes dont elle parlait, donc je la remercie. Elle aura peut-être l'occasion de répondre à quelques questions par la suite. Alors, notre intervenant suivant, en général, quand on est animateur, on dit toujours il n'y a pas besoin de le présenter. C'est en général comme ça qu'on ne prend pas trop de risques. Mais je ne peux pas dire toutes ses responsabilités et tout ce qu'il a fait, mais je voudrais de suite laisser la parole à Samy Gozlan.
Je l'ai dit tout à l'heure en rigolant, le commissaire chantant, mais il a souri, donc j'étais content. Mais je crois que tout le monde le connaît aussi pour son action qu'il a toujours aujourd'hui à l'occasion de la lutte contre un certain nombre d'actes antisémites qui ont lieu. Voilà, alors Samy, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Et j'en profite avant cela, avec ta permission, je salue la présence avec nous ce soir du professeur Marc Zerbib, et pas uniquement parce qu'il s'appelle Zerbib comme moi. Je vois aussi William Zerbib. Salut William, à qui on souhaite Mazal Tov, puisqu'il a fait son alia hier. Et en tout cas, le professeur Marc Zerbib, qui est le président d'honneur de notre rassemblement mondial. Donc, merci d'être là. Samy, c'est à toi. Merci Jean-Charles, merci à tous. J'ai beaucoup de plaisir à vous revoir tous et pouvoir m'entretenir aussi avec vous. Alors effectivement, Madame Benayoun a bien tout présenté, donc ça va me permettre d'être beaucoup plus bref. C'est vrai que ça s'est passé il y a 87 ans. Non seulement ça s'est passé il y a 87 ans, mais nous, nos générations ne l'ont pas connu, ne l'ont pas vécu. Et pourtant, nous avons intégré cela dans nos gènes. Comment expliquer cela? Et parce que les Juifs de Constantine, à ce moment-là, ont vécu un moment tragique de leur histoire. Ce pogrom du 5 août 34 nous a profondément marqué. C'est une plaie ouverte dans notre chair. Bien que nous ne l'ayons pas vécu, nous le ressentons très profondément. Alors, ce qui s'est passé, Joël Benayoun vous l'a présenté, vous l'a dit, mais moi je voudrais quand même le rappeler. C'était le vendredi, le 3 août 1934. C'est un dénommé Eliaou Khalifa qui rentre chez lui rue Combes. Pour accéder à la porte d'entrée de sa demeure, il doit traverser un couloir sur lequel s'ouvrent deux fenêtres qui donnent sur la salle d'ablution de la mosquée Sidi Lagda. Alors Khalifa sollicite leur fermeture pour éviter d'assister à ces ablutions. Les Arabes refusent et ils se déclarent être chez eux, comme souvent. Et selon la version du muezzin de la mosquée, Khalifa aurait maudit la religion de l'islam. Alors la rumeur va en s'amplifiant, on fait courir le bruit qu'un juif va faire éruption dans la mosquée, a injurié les musulmans. D'autres diront même que ce juif a uriné sur les murs de la mosquée. Il n'en fallait pas plus pour que des centaines de musulmans se regroupent. Et c'est ça qui a fait commencer cette émeute. Mais cette émeute était, à mon avis, déjà programmée. Elle était prévue. Joël Benayoun vous a expliqué tout à l'heure que le décret Crémieux est peut-être à l'origine de cette séparation des deux communautés juifs et musulmans. Les musulmans ont toujours un prétexte pour lancer des émeutes. On le voit aujourd'hui encore à Jérusalem et ailleurs. Et là, ils avaient donc le prétexte de ce soldat qui aurait soi-disant uriné, puis que les Juifs auraient assassiné Benjeloul. Donc tout cela était faux. Mais ce qui est important, et c'est ça qui me préoccupe, c'est que ce sont des domestiques, des gens qui connaissaient les familles, qui sont allés tuer, assassiner, éventrer les femmes, tuer la sage-femme qui donnait naissance aux enfants musulmans, tuer la famille Attal. Et c'était bien un pogrom anti-juif. La preuve, c'est que lorsqu'un commerçant qui s'appelle Delaporte a assisté à cet assassinat de la famille, assassinat de la famille Attal, quand il a vu les musulmans se rapprocher de lui, il leur a dit « je suis chrétien ». Et à ce moment-là, il a été épargné. Et ce sont des histoires comme ça qui nous reviennent. Par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que la presse de l'époque ne parle pas de pogrom, ne parle pas d'émeutes anti-juives. Ils parlent d'événements, de soulèvements, d'échauffourées meurtrières. Et il y a aussi quelque chose qui m'est apparu important de souligner. C'est que lorsqu'il y a eu ces rumeurs d'émeutes, le grand rabbin, Sidi Fred Halimi, et le président de la communauté, M. Lelouch, qui était aussi conseiller général, sont allés prévenir le général, puisqu'il y avait une division à Constantine, le préfet et le maire. Ces trois personnages les ont rassurés. Ils leur ont dit « ne vous inquiétez pas, nous sommes là, s'il y a quoi que ce soit, nous interviendrons ». Et ensuite, donc, le président et le grand rabbin ont fait le tour de la communauté
et les ont plus ou moins rassurés, alors qu'auparavant, ils s'étaient barricadés. Je considère que la vigilance s'était un peu atténuée à ce moment-là. Ils ont eu confiance dans les propos que leur avaient donnés les autorités, mais lorsque l'émeute, le 5 août, a éclaté, il n'y avait personne, ni le général, ni le préfet, ni le maire. Ils étaient tous les trois partis en vacances ou allés ailleurs. En tout cas, la police était désarmée, elle n'est pas intervenue, et sa non-intervention donnait le sentiment que, eh bien, ça pouvait encourager les émeutiers. L'armée n'avait pas de munitions, et tout cela, je l'ai retrouvé quand en 2000, je l'ai ressenti de la même manière quand en 2000, il y avait un déni de la reconnaissance des actes antisémites, d'une part, et, et d'autre part que nos dirigeants communautaires qui pensaient bien faire avaient des relations avec les autorités, écoutaient les autorités, mais celles-ci n'ont pas pris la mesure déjà en 2000 de l'antisémitisme que nous allions subir et que nous subissons depuis 21 ans. C'est ce qui fait que j'ai dû créer le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. C'est sur ces bases-là, et c'est par rapport à ce qui s'est passé en 1934 contre la communauté juive de Constantine, j'ai pensé qu'il fallait un organisme différent qui puisse dire les choses que les dirigeants communautaires ne pouvaient pas se permettre compte tenu des relations privilégiées qu'ils avaient avec les autorités. Je me souviens que lorsque nous avions invité le ministre Chevènement à déjeuner au consistoire, après 2 ans de mandat, il ne savait pas ce qui se passait. Il m'a dit, Monsieur Gozlan, déposez-moi votre dossier. Il a fallu attendre Monsieur Sarkozy pour qu'il me dise de venir lui apporter aussi le dossier et qu'il a vu l'antisémitisme sur place à Clichy-sous-Bois. Donc, pour moi, le 5 août 34 a été fondateur. Et j'avais décidé que, tout gosse déjà, on ne pourrait pas reproduire ce genre de choses. Qu'il fallait avoir le courage de dénoncer cet antisémitisme. Jamais personne n'a dit que c'était antisémite, ce 5 août 34. Il y a eu plusieurs morts, plusieurs personnes assassinées, des enfants, 5 enfants, et la plupart d'entre eux ont été égorgés. On reconnaît un petit peu le mode opératoire de ces musulmans qui n'étaient pas des islamistes, qui n'étaient pas des talibans, qui n'étaient pas radicalisés et qui ont assassiné des juifs à Constantine. Je vous remercie. Merci Samy. Merci Samy. Merci beaucoup à Samy Gozlan qui nous a fait un balayage à la fois historique entre le pogrom de 1934 et ce qu'il fait actuellement. Merci beaucoup. Je voudrais saluer aussi la présence avec nous ce soir du grand rabbin René Gage, que je salue. Il y a beaucoup de personnes que nous connaissons et beaucoup de personnalités. On ne peut pas citer tout le monde, mais il me paraît important comme cela d'en citer quelques-unes. Alors, nous avons écouté une historienne, nous avons écouté à la fois, et je dirais, un peu d'histoire et un peu de vécu, ou en tout cas Et maintenant, nous allons demander à Maurice Dadoun d'être avec nous pour un témoignage, puisque il a vécu, je dirais cela, et dans sa famille très proche. Des très beaux témoignages ont été écrits. Et donc, je donne de suite la parole à Maurice Dadoun. Oui, bonsoir à tous. Monsieur Gozlan, j'ai beaucoup d'admiration pour vous et je comprends parfaitement maintenant votre engagement par rapport à l'histoire de Constantine. Personnellement, je suis né 14 ans après l'assassinat de mon grand-père et de mon grand-oncle. Je voudrais juste vous dire 2 choses que j'ai appris de ma grand-mère concernant mon grand-père. C'était un homme qui avait 39 ans quand il a été assassiné. Il était bachelier. Il avait commencé des études de médecine, mais il ne supportait pas le sang. Et il s'était dirigé alors vers le commerce. Il était ce qu'on appelle un agent de fabrique. Et il représentait énormément de maisons françaises pour toute l'Algérie. Je citerai qu'une seule marque, c'était Spigol, mais enfin, il avait beaucoup d'autres marques en tant que représentant.
Et il avait bien réussi dans la vie, puisque je suis né dans la maison et dans la villa qu'il avait achetée à Alcantara, 14 ans après, pratiquement 14 ans après son décès. Je porte son prénom français et son prénom hébraïque. Ma grand-mère, à la mort de mon grand-père, attendait un enfant qu'ils ont prénommé, c'est ça, qu'ils ont prénommé Morissette. C'était une jeune femme, un bébé, une fille, et personne n'a pu l'appeler Morissette. On lui a trouvé un surnom, c'est sa sœur et mon père qui lui ont trouvé le surnom de Zizou. Elle est toujours vivante à Paris et elle était mariée avec Roland Guedj qui vient de décéder tout récemment. Personnellement, ça a été la même histoire pour moi. 14 ans après, quand je suis né, on m'a donné donc le prénom de mon grand-père et personne n'a pu m'appeler Maurice. Et ma tante, Viviane Halimi, a trouvé le surnom que je porte toujours et qui s'appelle Mamiche et qui a perduré, si vous voulez, parce que dans les mouvements de jeunesse au DEJ en particulier, j'avais des cousins qui connaissaient mon surnom, donc il m'est resté. Seule ma femme, quand je me suis présenté à elle, je lui ai dit que je m'appelais Maurice et elle m'appelle Maurice et non pas Mamiche. Voilà. Ça, c'était les difficultés qu'on avait dans ma famille à utiliser à nouveau le prénom de Maurice. Ma grand-mère m'a raconté certaines choses, mais vous savez, c'était très difficile de parler de cela. Parce que d'abord, mon père, qui avait 14 ans, a reconnu le corps de son père et de son oncle Gilbert, qui a été assassiné en même temps. Et il a été sauvé de ce pogrom parce que son père l'avait envoyé faire une course rue de France, alors qu'il était monté à son bureau le dimanche matin. En fait, il rentrait d'une tournée d'un mois en Algérie et donc il voulait mettre à jour ses commandes et son courrier. Et ma grand-mère lui a dit que ça chauffait un peu dans le quartier juif, puisqu'il y avait eu des émeutes où il était rentré le vendredi. Et il y a répondu, mais comment, moi, tous les Arabes sont mes amis. Et il ne savait malheureusement pas qu'il y avait des Arabes qui allaient arriver de toute la région, qui ont été chauffés à blanc. Voilà, donc, et mon père a été sauvé parce qu'il l'a envoyé faire une course rue de France et mon père n'a pas pu revenir dans le bureau puisque c'était bloqué par l'armée et il a trouvé refuge chez son grand-père, Shimon Dadoun, qui habitait rue Grand. Voilà, donc ça, mais ma grand-mère, quand elle nous racontait ça, je vais vous dire une chose, c'est que l'histoire rencontrée par ma grand-mère, elle finissait toujours, les histoires qu'elle nous racontait à propos de mon grand-père, elle disait toujours, il ne faut pas avoir de haine envers les musulmans parce que certains musulmans ont protégé notre maison à El-Kontara. Mon père a été aussi prévenu par un musulman enfin, il y a des musulmans qui les ont prévenus après. Et elle disait toujours, n'ayez pas de haine, mais souvenez-vous toujours, et elle disait toujours, Zahor, pour ne pas revivre ce que nous avons vécu. Et ça, vous savez, c'est profondément ancré dans ma mémoire. Concernant... ça, c'est l'histoire racontée par ma grand-mère en particulier. Je vous ai parlé des prénoms. Concernant mon père, il s'est marié en 1947. Il était l'aîné donc d'une fratrie de 6 enfants. Et nous avons vécu dans la maison de ma grand-mère, qui n'a jamais voulu abandonner ma grand-mère, qui a été une maîtresse femme, franchement une veuve aussi à 34 ans, avec des enfants en bas âge. Ensuite, pendant la guerre, elle s'est battue alors qu'elle n'avait pas beaucoup de revenus. Je ne parlerai pas de 2 oncles à mon père qui ont profité de la situation pour prendre la situation de mon grand-père. Un seul a été très proche de nous, il s'appelle Daniel Dadoun. Il était marié à Blanche Halimi, une des filles de Sidi Fradj Halimi. Et d'ailleurs, c'est un souvenir d'enfance. Chez Daniel Dadoun, on passait tous les Pessahim dans sa maison. Et j'étais tout jeune enfant, et quand je dis que je passais le Pessar avec Sidi Fradj Halimi, tous les gens me disent, mais alors quel souvenir tu as? Le souvenir que j'ai, c'est que je m'endormais, moi, sous la table. Voilà. Et donc, le seul mon père avait ne faisait rien sans l'avis de son oncle Daniel Dadoun. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu à Marseille, parce qu'il était parti un petit peu avant nous, à la suite de l'assassinat de Raymond Léris, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous en parlerai peut-être. Mon père donc, a reconnu le corps de son père et de son
et de son oncle. Il était accompagné de son grand-père quand ils sont allés à l'hôpital. Il l'a reconnu en voyant les chaussures de son père. À part ça, ce que j'ai vu de mon père, d'abord, les écrits qu'il a fait, le souvenir et le témoignage qu'il a donné à Robert Attal, à la demande de sa sœur, à la demande de Robert Attal, puisque beaucoup d'entre nous ont participé à l'édition de ce livre. Mais enfin, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres familles juives de Constantine qui y ont participé aussi. Et Robert Attal lui demandait de faire ce témoignage, mais il n'avait vraiment pas envie de l'écrire. Il a fini par l'écrire. Je vous montre l'original sur des feuilles, parce mon père était photographe, donc sur des feuilles de publicité Kodak, vous voyez. Et il a fini par l'écrire, donc il a été retranscrit dans le livre de Robert Attal. L'essentiel a été écrit, a été retranscrit dans ce livre. Mais il n'aimait pas trop revenir là-dessus. Mon père, j'ai appris de lui par l'exemple, parce qu'il faisait. Il n'en parlait pas, mais ce qu'il faisait. Et par exemple, chaque 24 Av, il montait à la Torah, enfin, ou le Shabbat qui précédait, et il faisait citer tous les noms des hommes, des femmes et des enfants assassinés ce jour-là. Et pour finir, je vais vous raconter juste une anecdote. C'est quand le 22 juin 61, c'était le jour de ma bar mitzvah, c'est le jour aussi où on a assassiné Raymond. Ma bar mitzvah se passait dans la maison de mon grand-père et de ma grand-mère. La fête s'est arrêtée. Mes oncles, avec mon père, se sont réunis ce jour-là. Et ils ont tous décidé que les Juifs n'étaient pas. Enfin, le message pour tous les Juifs de Constantine, enfin, je pense que la majorité des Juifs de Constantine ont compris ce jour-là que les Juifs n'étaient pas les bienvenus dans cette Algérie algérienne, puisqu'il y avait des gens qui se posaient quand même la question. On était quand même les Juifs d'Algérie, on était quand même des gens qui avaient été dans ce pays bien avant la conquête arabe et bien avant la conquête française, évidemment. Et donc l'après-midi de ce jeudi 22 juin, la fête s'est arrêtée. Mes oncles et mon père on parlait ensemble. Mon père était presque tout de suite parti, juste après le Shabbat. Il est parti à Marseille pour rejoindre justement cet oncle Daniel Dadoun qui était déjà installé. Il nous a inscrits, ma sœur et moi, qui rentrions au lycée, moi en 4e, ma sœur en 6e. Et on est parti le 18 octobre 1961 et accueilli par un autre oncle qui habitait aussi Marseille. Et il nous a rejoints quelques jours avant Noël, en décembre 61, par bateau. Et il y avait avec lui, il avait emporté que quelques caisses. Ils ont tiré la porte de la maison, les meubles, les 2 villas qu'on occupait. Ils ont laissé tout comme ça. Et par contre, il est monté à la synagogue d'Emma, parce qu'en 1935, donc 1 an après la mort de mon grand-père et de mon grand-oncle, mon arrière-grand-père Shimon Dadoun et sa femme Diamantine ont fait écrire à Djerba un Sefer Torah à la mémoire des victimes, qui a été inauguré par tous les rabbins de Constantine. Ce Sefer Torah a une couronne en argent qui est très, très pesante, où il figure tous les noms des rabbinim qui ont accueilli ce Sefer Torah. Et mon père, juste avant de prendre le bateau, il a mis ce Sefer Torah dans une caisse. Et ce Sefer Torah est à Marseille, à la grande synagogue Breteuil. Et on le sort régulièrement, parce qu'en 2008, au décès de ma mère, j'ai fait restaurer l'écriture de ce Sefer Torah. Et donc, ça. Oui, et donc il le sortait tous les 24 Av, c'était un Sefer. Et puis surtout, le soir de Kol Nidre, il se battait pour les enchères, pour l'avoir et le sortir, lui. Et voilà, vous voyez, ce sont des exemples qui m'ont guidé, et je continue à faire ce que faisait mon père. Et j'ai la chance d'avoir 2 fils, un à Paris et un à Marseille. Et on continue à perpétuer cette tradition de demander à sortir le Sefer Torah, le Shabbat du 24 Av, et le sortir à Kol Nidre et ensuite à Simchat Torah avec un cousin qui s'appelle Gérard Dadoun et qui est le fils de Daniel Dadoun. Et donc voilà, les choses se perpétuent comme ça. Voilà, merci à tous. Merci Mamiche. Merci beaucoup. Tu vois, c'est Mamiche toujours. Voilà, merci Mamiche. C'est vraiment très poignant le témoignage. Non, voilà. Merci beaucoup, Maurice. Salut Jackie. Salut Jackie.
Merci beaucoup, J'arrête. Maurice, de ce témoignage. On sent encore une forte présence de cette histoire. On sent évidemment beaucoup d'émotions, comme si cela ne s'était pas passé en 1934, mais vraiment récemment. Merci beaucoup. Alors, on me dit qu'il y a des difficultés à rentrer pour certains dans le Zoom. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'il y avait une capacité de pouvoir accueillir 500 personnes. En tout cas, j'ai de suite organisé pour si vous avez des personnes que vous connaissez qui ont des difficultés, c'est en live sur Facebook, sur mon compte Jean-Charles Herbib. Donc, vous pouvez, comme certains me l'ont dit, le transmettre. C'est en live sur Facebook actuellement. Il y a un problème technique, on ne va pas le résoudre ce soir, j'en suis désolé. Je voudrais aussi vous inviter à lire attentivement les échanges qu'il y a dans l'espace de discussion, dans le chat. Certains découvrent ce soir des histoires de leur famille et il y a des échanges autour de la participation ou pas de la France, autour de l'autodéfense, autour d'un certain nombre d'éléments. Et d'ailleurs, quand on parle de ces sujets-là, je voudrais avec vous, puisque, comme vous le savez, notre ami Boulette nous a quittés récemment. Il était censé être l'un des invités de notre rassemblement. Il a écrit un livre qui s'appelle Du Rumel au Cotel, Parcours d'une vie, édité par les éditions Elkana. Et donc, Alain Michel, le responsable des éditions Elkana, à l'occasion de cette soirée, fait un prix spécial. Il y a une promo. Donc, vous l'avez là. Si vous n'arrivez pas à prendre de notes, vous pourrez nous écrire et nous vous transmettrons. Mais vraiment, il y a un prix très intéressant, une réduction qui permettra aux participants de cette soirée de payer 15 € au lieu de 25 € ce livre. Donc, c'est une très belle réduction pour en profiter. Georges Fall, 10 boulettes, du Rumel au Cotel. Profitez-en. Alors, Magnifique livre. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais aussi, puisque nous étions dans le temps du témoignage, vous proposer d'en écouter d'autres et en espérant que cela va fonctionner. Roland Halimi, vous êtes le seul survivant encore en vie de ces tragiques événements du 5 août 1934. On n'a pas de son, Jean-Jacques. Jean-Charles. Pas de son, Jean-Charles. Alors, il n'y a pas de son, vous me dites? On va essayer de... Ça avait débuté, ça s'est arrêté. D'accord, alors on va reprendre cela. Excusez, ce sont les aléas du direct. Et nous reprenons cela. Roland Halimi, vous êtes le seul survivant encore en vie de ces tragiques événements du 5 août 1934 à Constantine. Votre famille a été, on peut dire, décimée. Dans la liste des martyrs qui est parue dans la presse algérienne au lendemain du pogrom de Constantine, je vois Halimi Alphonse, 35 ans, cou sectionné, épouse Halimi Alphonse, 30 ans, cou sectionné, fille de Alphonse Halimi, 10 ans, cou sectionné, Halimi Janine, 8 ans, cou tranché. C'est votre famille. Quel souvenir gardez-vous de ces tragiques événements? Comme vous l'imaginez, vous me posez là des questions qui éveillent pour moi des souvenirs extrêmement douloureux. J'en conserve des souvenirs extrêmement précis. J'avais à l'époque 11 ans. À 11 ans, l'enfant se rappelle et enregistre avec beaucoup d'affectivité. Mais alors, les événements eux-mêmes, vous trouviez à quel moment quand tous ces événements se sont passés?
Lorsque les événements se sont passés, j'étais au milieu de ma famille. Ma famille était dans une maison qui se situait 12 rue Abdelabé à Constantine. Et vers midi, les émeutiers qui avaient investi le quartier ont d'abord enfoncé la porte de notre immeuble et se sont introduits dans la maison, ont d'abord envahi l'entresol où la famille Zerdoun occupait un petit appartement, se sont ensuite introduits au deuxième étage où il y avait ma famille. À ce moment-là, tout le monde s'est replié dans un grenier situé au fond d'une terrasse. Et là, toute ma famille a été massacrée. Vous avez vu ces choses? J'ai vu ces choses, j'y ai assisté, j'en conserve d'ailleurs un souvenir qui, vous m'excuserez, m'amène à avoir quelques difficultés à m'exprimer en ce moment parce que ce sont des choses que je ne peux pas raconter d'une façon froide et sans émotion. Et comment se fait-il que vous-même, vous ayez pu comme ça vous sauver, en réchapper en somme? Ah ben, je vais vous l'expliquer. Les émeutiers ont envahi le grenier où toute ma famille et toute la famille Zerdoun s'étaient repliées. La famille Zerdoun comprenait une vieille dame qui s'appelait Mouni Zerdoun, une vieille dame qui devait avoir 70 ans, peut-être plus. Il y avait sa bru qui s'appelait Rosa Zerdoun, qui était née Zaouch. Il y avait deux petites filles, Huguette Zerdoun et Jacqueline Zerdoun, et un tout petit bébé de quelques mois qui s'appelait Jackie Zerdoun. Et puis il y avait ma famille, mon père, Alphonse Halimi, grand mutilé de guerre, ma mère, Fortuné Halimi, et mes deux sœurs, Janine et Madi Halimi. Donc tout le monde se trouvait dans ce grenier et les émeutiers ont enfoncé la porte et à ce moment-là, comme tous les petits garçons, j'avais au moment de mes loisirs découvert une chatière qui s'ouvrait sous les combles et j'avais l'habitude de jouer à cet endroit-là. J'ai entraîné avec moi une jeune femme de ménage qui s'appelait Rosette Benisti, qui vivait avec nous, et une femme indigène, arabe, qui s'appelait Torquilla et que nous appelions Fatma. Comme nous étions tous menacés, je les ai entraînés avec moi vers cette chatière et nous nous sommes tapis dans les combles. Et pour pouvoir, mon père et ma mère, précipiter mes deux petites sœurs dans cette chatière pour me permettre de les entraîner à ma suite. Mais ils n'ont pas eu le temps, mes petites sœurs s'étaient accrochées à la robe de ma mère et ne pouvaient pas s'en détacher. Alors, à ce moment-là, pour couvrir notre retraite, mon père a fait basculer vers cette chatière un gros meuble, un vieux meuble en bois. Et c'est derrière ce meuble que j'ai pu observer tout ce qui s'est passé. Alors, il s'est passé des choses absolument affreuses. C'est d'ailleurs la première fois que j'en parle. Je n'en avais auparavant jamais parlé. Aussi, je n'aurai peut-être pas la facilité d'élocution que vous souhaitez, mais je vous exprime la vérité de ce que j'ai vu. Il y avait des lessiveuses, il y avait des espèces de cassards, vous savez, ces espèces de bassines que nous utilisions en Algérie, et les émeutiers ont retourné ces lessiveuses et ces cassards et s'en sont servis comme bio. Le reste, vous m'excuserez, puisque toute la famille a été égorgée. Je pense qu'il n'est pas tellement nécessaire que je vous donne des détails qui ne serviraient à rien d'autre qu'à nous enfermer dans une situation morbide sans intérêt. Bien entendu. Alors, Et tous ces gens, quel courage ils ont. Incroyable. Incroyable, incroyable. Incroyable, incroyable. Alors,
Voilà, c'était un témoignage effectivement un peu difficile, mais je crois que quand on parle de pogrom, il faut aussi savoir que ce qui a existé, même si cela peut nous paraître très très violent. Alors, dans un moment, nous allons laisser la parole à un autre historien, mais avant cela, nous avons un autre témoignage que je voudrais partager avec vous, si vous en êtes toujours d'accord. Alors, c'est de Raymond Attali. Raymond Attali, vous avez été vous-même témoin oculaire des événements de Constantine, des événements du 5 août 1934. Vous êtes membre de l'une des familles qui a été le plus touchée par ces événements. Est-ce qu'on peut les qualifier de pogrom? Incontestablement. C'était un vrai pogrom qui a d'ailleurs revêtu toute l'apparence des pogroms qui avaient eu lieu en Russie ou en Pologne ou ailleurs. Jean-Charles, on n'a plus de son. Voilà. On n'a plus de son, Jean-Charles. Mais on l'entend au début, non? Oui, on l'a entendu. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'arrête au milieu. On va le reprendre, excusez-moi. Je dirais que ces deux témoignages ont été enregistrés en 1984 à l'occasion du 50e anniversaire du pogrom et que malheureusement, ces deux personnes sont décédées et ne font plus partie de ce monde. Donc, leur témoignage est très important. J'avais réalisé cette émission avec Radio Communauté et à l'époque avec Jean Nakache et Alfred Zemmour. Je ne sais pas si vous les connaissez. Mais il faut ajouter quelque chose, Jean-Charles, c'est que les émeutiers ne sont pas entrés seulement dans les maisons. Ils ont exercé des contrôles à l'entrée de la ville. Oui, oui. Et ils visaient à repérer les Juifs pour les abattre. C'est ainsi que Halimi Albert a été assassiné, reconnu à l'arrêt d'un car, avenue Bienfait, sous les yeux de sa mère, ainsi que les familles Zerdoun et Brahmi, qui ont appelé un taxi. Et le taxi, qui était le chauffeur de taxi qui était musulman, appelle les émeutiers et leur dit « Voilà, je vous livre des Juifs ». Oui. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, si on peut écouter le témoignage de M. Attali. Oui, alors c'est ce que j'essaye de retrouver de suite. Voilà. Non, pardon. Non, si on peut écouter. Pardon. Une permission pour assister à la bar mitzvah de mes deux jeunes frères jumeaux, Alexandre et Nathan, qui a eu lieu le jeudi 2 août et le samedi 4 août. Et c'est après ces événements que je me suis trouvé mêlé à toute l'affaire. Le vendredi soir, un militaire juif nommé Khalifa, qui était ivre, aurait, si j'emploie le conditionnel, parce que cela n'a jamais été prouvé, uriné sur le mur extérieur d'une mosquée et tenu des propos blasphématoires pour les musulmans. Pour moi, c'est une excuse ou un faux semblant. Un faux semblant, enfin, j'ai l'impression que ça avait déjà été plus ou moins orchestré, car n'oublions pas que nous sommes en 1934, le fascisme est à son apogée en Italie, le nazisme est en train de monter en Allemagne, et certains mouvements arabes qui prônent l'indépendance de l'Algérie sont appuyés par des subventions, des agents provocateurs, une ambiance
tout à fait caractéristique et qui a été déjà rappelé par de nombreux historiens qui ont écrit sur l'histoire de l'Algérie et en particulier sur ces événements. Alors, donc, le vendredi soir, voici l'incident qui a été calmé par des notabilités aussi bien juives que musulmanes, et tout semblait être plus ou moins calmé lorsqu'il y eut un rebondissement dans la journée de samedi. Mais tout cela se passait dans des conditions plus ou moins mystérieuses. Des bruits couraient. Ces bruits étaient démentis et l'heure d'après amplifiés. Vous parlez de bruits qui sont d'autres que ceux de l'affaire du zouave Khalifa. C'était mêlé. Le tout était mêlé. Mais quel genre de bruit, par exemple? Des bruits... Est-ce qu'on disait, par exemple, que des Arabes, des musulmans avaient été tués par les Juifs ou ce genre de choses? Non, non, mais on insistait sur la fortune des Juifs, sur leur qualité d'usurier, sur le fait qu'ils étaient fonctionnaires, que les huissiers qui venaient saisir les pauvres fellahs étaient des Juifs, etc. Enfin, c'est des bruits dans ce genre. Des rumeurs colportées par une certaine foule. Voilà, des rumeurs colportées par une foule, et puis surtout par certains agitateurs dont il semblait que c'était le métier, ou en tout cas le but plus ou moins avoué. Et le dimanche matin, pour protester contre cette profanation, entre guillemets, qui n'a jamais été prouvée. Je reviens un instant sur cette profanation. Le zouave Khalifa, si tant est qu'on l'ait vu vraiment uriner sur la mosquée, est-ce qu'il a uriné à l'extérieur ou à l'intérieur de la mosquée? À l'extérieur. À l'extérieur, il était ivre, il habitait dans le quartier où cohabitaient des musulmans et des juifs, et puis après on l'a rentré chez lui, il était ivre mort, alors je pense pas que... Enfin, je ne peux rien vous affirmer là-dessus puisque je n'y étais pas. Et alors donc pour en revenir à... Les Arabes ont organisé une grande réunion, soi-disant d'information, dans le bois de pin qui est face à Constantine. Et vers les 10 heures du matin. Et pendant ce temps-là, avaient lieu, à l'autre côté de la ville, les obsèques d'une notabilité constantinoise, docteur Narboni, qui était un ancien président du consistoire, et à ces obsèques assistaient la majeure partie des notabilités juives du moment, et avec un grand concours de population. Alors les deux événements s'est passé à peu près au même moment. Et on a fait courir le bruit au milieu de cette réunion arabe que le docteur Benjeloul, qui était un conseiller général, je crois, enfin une notabilité très forte et très importante des Arabes, avait été assassiné par des Juifs. Et ça a été le mot d'ordre du déferlement sur la ville. Et les Arabes qui participaient à cette réunion et qui étaient en majeure partie des Arabes de la campagne, non habitants de Constantine. C'était des gens qu'on était allés chercher dans les douars et les villages avoisinants. On déferlait sur la ville et on commençait le pillage, les assassinats, les incendies, etc. Et alors vous-même, comment ça s'est passé dans votre cas très particulier? Comment est-ce que vous avez été amené à assister en somme à ces événements? Faisant partie de la LICA alors, et étant imprimeur de métier, avec mes deux frères, nous étions allés à l'imprimerie pour imprimer une affiche que nous proposions. Faisant partie de la LICA alors, et étant imprimeur de métier, avec
On a été coupé, Jean-Charles. Raymond, Je suis désolé. Bien, je pense qu'on a saisi à peu près le Oui, témoignage. je pense que le témoignage Juste, voilà, juste une précision, Jean-Charles, et à tous nos amis qui nous écoutent. La mosquée Sidi Lagda se trouve place Négrier. C'est la mosquée qui se trouve place Négrier. Et à ses pieds, c'est là où fut assassiné Raymond Léris le 22 juin 1960. C'est au pied de la mosquée Sidi Lagda que fut assassiné Raymond Léris. C'est celle qui se trouve place Négrier. À côté du consistoire, d'ailleurs. Tout à fait, Samy. Et merci beaucoup. Écoutez, je suis désolé, je ne comprends pas pourquoi, puisque l'enregistrement était très bon. Et je vais en profiter pour passer de suite la parole à Yossi Charvit, bien connu, historien bien sûr, mais issu d'une des grandes familles rabbiniques de Constantine. Je pense que son nom ne vous est pas inconnu. Et donc, je lui laisse de suite la parole et j'invite nos intervenants aussi à regarder les questions dans le chat. Merci. Yossi. Shalom à tout le monde. Les Juifs de Constantine représentaient toutes les menaces qui pesaient sur les Arabes de Constantine. Le colonialisme français, le statut social inférieur, les difficultés journalières, la pauvreté, l'insécurité. Les Juifs de Constantine étaient le miroir de tous les sentiments d'infériorité, ou plutôt complexe d'infériorité des Arabes de Constantine. Hitler monte au pouvoir en 1933, Benito Mussolini et aussi le fascisme en Italie, le pogrom de 1929 effectué par Haj Amin al-Husseini en Eretz Israël. Haj Amin al-Husseini, que nous connaissons comme étant un général nazi de la Waffen-SS à partir de 1941. Ce fameux Haj Amin al-Husseini tue 133 juifs en Eretz Israël. La pénurie, les prêts indispensables auprès de juifs, l'antisémitisme européen, tout cela feront des juifs une image diabolique. Ainsi, le juif deviendra l'usurier et toute personne vivant dans la misère ou la précarité pourra l'associer à son malheur et y voir la cause de sa ruine, en même temps que l'incarnation du péché, celui de prêter à pourcentage élevé. Ce furent les raisons profondes et immédiates de cette tuerie du 5 août 1934. Et de cette description un peu plus historique, je voudrais parler de ma chère mère, Zichronah Livracha, Simcha Fortuné Sherbit Renassia, la fille du grand rabbin Yosef Renassia, me raconta 2 épisodes qui relatent les 2 facettes de ce pogrom. L'une, cette histoire parle d'un arabe qui aurait empêché la ruée d'aboutir chez eux à la maison, et on peut le considérer comme un juste parmi les nations, et c'était un chassid umat haolam, sans aucun doute. Il aurait dit: le Taleb, Rabbi Yosef Renassia, habite là, et personne ne rentrera dans cette maison-là. En parallèle, la maison a été incendiée, et ma mère me raconte qu'elles étaient horrifiées parce que mon grand-père, le Rav Yosef Renassia, était aux obsèques, comme l'a dit le monsieur qui a été interviewé tout à l'heure. Il y avait les obsèques du docteur Narboni au cimetière de Constantine, et mon grand-père était absent, il n'était pas à la maison. Alors, regardez un petit peu les 2 facettes de ce programme. D'une part, l'arabe qui, lui, essaye d'empêcher la ruée d'aboutir à la maison, et la maison incendiée.
Alors, ma mère et ma grand-mère sortent de la maison et demandent à la voisine chrétienne française de l'abriter, de les abriter. Et elle refuse. Alors, c'est un petit peu, c'est un petit peu comme l'a dit Madame Alouche Benayoun, comment et la chrétienté et je dirais l'islam vont coopérer en ce qui concerne l'agression par rapport aux juifs, mais il y aura aussi des justes qui feront en sorte que le pogrom n'aboutisse pas à la maison de ma chère mère, Zichrona Livracha. Alors, vous voyez, ici, il y a deux facettes, mais il y a une troisième, et je voudrais mettre l'accent sur cette troisième facette. D'ailleurs, j'ai un souvenir comme quoi j'avais visité la vieille ville de Hebron et de Hébron, et à côté de la cave de Marpella, Meharat Marpella, et j'avais pris ma mère avec moi dans la voiture. Elle était vraiment, vraiment traumatisée. Elle m'a dit, viens, on retourne vite à Kiryat Arba, car elle était vraiment, elle était très, très apeurée, et certainement ce traumatisme-là de 1934 était là. La troisième facette, et je pense que là se situe quand même une facette qui est le revers de ce pogrom-là, et je pense que c'est une facette optimiste, c'est une facette positive, c'est celle de la misgueret. Il s'agit de l'organisation clandestine qui va mettre le holà à cette agression musulmane et en 1956. Ça veut dire que 22 ans plus tard, quelques jours avant le 12 mai 1956, la misgueret, qui avait des personnes qui combattaient dans cette misgueret-là, c'est une organisation clandestine d'autodéfense qui a été organisée par Tzahal et par le Mossad israélien. Cette misgueret-là va envoyer des lettres à des leaders du FLN et va leur dire on vous avertit de ne pas toucher aux Juifs car on n'a aucun rapport avec la guerre d'Algérie, nous ne sommes pas du tout impliqués dans cette guerre-là et nous vous avertissons que si vous touchez à un Juif, il y aura une riposte. Et effectivement, le 12 mai 1956, Shabbat Parashat Bamidbar, il y a un attentat, une grenade a été lancée, et voilà, tout de suite, la misgueret a riposté et a tué celui qui a jeté la grenade, et ils les ont poursuivis jusqu'à le coiffeur, le fameux coiffeur du coin, et là-bas a été abattu le terroriste. Alors, je pense que c'est la revanche du sionisme, c'est la revanche d'Eretz Israël qui a décidé de mettre le haut l'agression de l'islam et de la chrétienté pendant 2000 ans et 1300 ans. Je pense que l'État d'Israël a décidé de dire à haute voix, on n'acceptera plus ce genre d'agression et ce genre de pogrom. Les pogroms font partie de l'histoire de l'exil. En Eretz Israël, les choses se passent autrement. Toda Rabba. Merci beaucoup. C'est très bien dit par Georges Fall dans son livre, puisqu'il a été honoré par le Mossad à Marseille en 1987 ou 92, je ne me rappelle plus, mais c'est très bien dit dans son livre. Georges explique ça très bien. Merci de votre témoignage. J'ai eu la chance de relater toutes ces épisodes, toute cette histoire dans mes ouvrages que je vous ai envoyés, vous pouvez les consulter. Jean-Charles,
Merci beaucoup. Je voulais justement aussi dire, évidemment, que, puisque tout à l'heure on parlait du livre de Boulette, qu'il y a bien sûr tous les livres écrits par Yossi Charvit, aussi bien en français qu'en hébreu, et que nous conseillons à ceux qui ne les auraient pas encore, et ça m'étonnerait, mais à ceux qui ne les auraient pas encore, de se les procurer pour pouvoir évidemment profiter de tout ce savoir. En tout cas, merci aussi, parce que je sais que c'est difficile de se limiter autant dans le temps. Alors, je voudrais, j'espère que ça va fonctionner, je ne sais pas pourquoi nos sons tout à l'heure ne fonctionnaient pas. Je vous propose de regarder maintenant quelques images de Constantine d'une part, et en particulier du pogrom du 5 août 34. J'espère que cela est... Oui, non, je vois que cela ne démarre pas. Il va falloir l'arranger à nouveau. Eh bien, permission, nous allons écouter un chant. Alors peut-être que Serge pourrait nous le présenter. C'est Raymond. Voilà, qui a un chant spécial. Tout à fait. Je pense qu'on ne va pas tarder à clôturer cette magnifique conférence. Pour une première, je crois que c'était une grande réussite dans la mesure où ces intervenants nous ont éclairés, absolument éclairés, chacun de nous. Voilà, nous allons écouter Raymond dans une chanson d'anthologie. Je pourrais dire même que c'est l'hymne national des Constantinois. C'est Salah Bey. Oh ya ili ya ili ya dil قلبي شقا زاد وتعب قلبي شقا زاد وتعب ونحل واش تتباسي العقل من الله تسلم العقل من الله تسلم ولا تنطيق ناسي سبحان من شطر وكتب على العبد وما دايق قصيد من القصيد من العمر قصيد قصيد من العمر قصيد قصيد في العمر قصيد ولا صبرت حيلة. Magnifique. Je voudrais dire que cette chanson, c'est la chanson de Dalma, l'Injuste, qui a été composée en 1810 par le grand poète tlemcénien Ben Genoun et qui fait partie complètement du répertoire juif de Constantine. De vous tous, qui ne connaît pas la chanson d'Alma, l'injustice de la vie, ce qu'ont eu nos frères en 1934. Quelqu'un a posé la question quelle était l'attitude des autorités. Bien voilà, un officiel, une personnalité officielle avait dit « Mieux valait supporter stoïquement le massacre de quelques juifs que de risquer une intervention intempestive et une émeute possible par une réaction de l'armée. » Donc tout est compris, tout est entendu. Un journal avait titré « Ce jour-là, la France était absente ». Je voudrais dire que la photo qu'on vient de voir, c'est celle de Lucien Dalloun
le fils de Dadoun. Maurice Dadoun. Le sien père, Dadoun. le père, mon père. Non, là, voilà, Le père. ton père. Ton Mon père. père. Et les magasins saccagés. La photo qu'on vient de voir, c'est celle de Lucien Daloun, le fils de Maurice Dadoun. Le père, le père. Mon père. Non, là, voilà, ton père. Ton père. Et les magasins saccagés. L'enterrement le dimanche au cimetière. L'enterrement le dimanche au cimetière. Voilà quelques belles images de Constantine et des rues du 5 août 34. Voilà quelques belles images de Constantine et des rues du 5 août 34. Et bien sûr, la photo de Raymond. Jean-Charles, c'est à toi la parole. Merci beaucoup. Je laissais tout simplement l'émotion chez chacun avec ces images, avec à la fois ces belles images de Constantine, des ponts, la ville des ponts, comme disait Raphaël Drey, Zichrono Livracha, donc la possibilité d'échange entre les différentes populations, et puis malheureusement cette rupture qui a été celle du 5 août 34 et qui a provoqué tout ce dont nous avons parlé ce soir. Écoutez, il n'est de bonne chose qui n'est de fin. Ce soir, c'était une première, donc nous avions de nombreux intervenants qui ont à peu près tous, n'ont pas respecté leur temps, mais ils ont fait des efforts quand même. Si vous avez des questions, il y en a sur le côté, on les enverra aux différents responsables, historiens, etc. Mais en tout cas, ce qui me paraît important de dire, c'est que c'est pour nous une première. On peut déjà peut-être s'engager à ce que les prochains Zooms soient avec moins d'intervenants pour laisser plus de temps à chacun de s'exprimer sur des thématiques différentes. Mais surtout, nous vous donnons rendez-vous, comme l'a dit tout à l'heure Francis Attali, nous vous donnons rendez-vous pour le grand rassemblement des Juifs du Constantinois qui se déroulera en Israël. Nous l'avons reporté parce qu'il paraît qu'il y a un petit virus qui embête beaucoup de monde en ce moment. Donc nous avons préféré reporter cela à l'an prochain en espérant qu'il n'y aura pas de nouveaux variants qui viendra nous embêter. Merci à Joël Alouche Benayoun. Merci à Sami Gozlan, merci à Maurice Dadoun, merci à Yossi Charbit et merci à toute l'équipe. Il y en avait plusieurs qui étaient présents ce soir à l'écran, à toute l'équipe du grand rassemblement. Je vous rappelle que c'est enregistré et donc, voilà, juste au moment où je le dis, Nelly Selam pose la question, donc ce sera enregistré. Tous ceux qui se sont inscrits recevront un mail avec l'adresse précise sur YouTube où ils trouveront le film et pour les autres aussi. Merci beaucoup. Francis, je laisse Francis le soin de conclure la soirée et ensuite nous fermerons le Zoom. Voilà, bonsoir mes amis. Je vous remercie d'abord les intervenants. Beaucoup d'émotions pendant ce Zoom et surtout les participants. Je vous remercie. Je voulais dire que nous avons un site Internet sur le congrès avec tout le programme d'une semaine. Le site, c'est très facile à se rappeler, c'est congrèsconstantine.com. Vous êtes priés de rentrer à Internet de toute façon à voir le programme et surtout, essayez de vous inscrire parce que sans votre présence, nous ne pourrons pas faire ce grand rassemblement. Je vous remercie à tout le monde et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bye bye. Shalom, shalom. Bye bye. Shalom, Très shalom. bientôt Bye. et faites attention. Salut à vous. Joël.
Salut pas Joël. sûr. Merci Jean-Charles pour tout le travail. Merci beaucoup Merci Jean-Charles à vous. pour tout le travail. Merci à Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Serge. Merci Serge, merci Jean-Charles, merci Joël Alouche, que je ne connaissais pas, mais je crois qu'on C'est est ta un peu cousine. parents. C'est Je ta sais, cousine. ce que j'ai compris. J'ai compris. Ma grand-mère, c'était Soissy. Je ne sais pas si vous avez. Ah, Voilà, C'est une ma fille grand-mère Alouche. maternelle. Voilà. très bien. Ravi de découvrir un nouveau cousin. Bonne soirée. Ah, Et bonnes vacances. Bonnes Merci. vacances, bonne soirée à Merci tous. beaucoup. aussi, Serge. Bonne soirée. C'est belle Russie. Surtout une bonne santé, une bonne santé. Merci. Lui aussi. Alors, j'ai ouvert le micro de tout le monde. Maintenant, ça devrait être vraiment la pagaille. Donc, Ouais. bonne soirée. J'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants qui ont fait des interventions extraordinaires. Et à leur courage aussi, c'est pas évident de remuer le passé. Participants et intervenants. Et pour construire l'avenir. Ah, c'est Oui, c'est sûr. professeur Marc. Et il avait raison. Il avait raison. Jackie et Sonia, je vous embrasse. Elle nous embrasse. Tu entends? Et Monique. 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 Monique Maranas. Salut. Salut Monique. Il a été partout. La dame qui va parler. Bonsoir à tout le monde. Salut Jackie. Salut Jackie. Salut Evelyne. Salut Sonia. Bonsoir à tout le monde. Bravo pour cette Monique. Salut. À bientôt Jean-Charles. Quel À souvenir. bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo, monsieur Zerbib. Extraordinaire. C'est très bien. Oui. Bravo, c'est Jackie. vrai. Jackie, on repart au Bravo, mois d'octobre. Alouche. On repart On peut changer depuis. Serge. À bientôt Jean-Charles. Merci beaucoup. À très bientôt, la famille Montel. À très bientôt. Merci. Très intéressant. Voilà. Et il n'y avait pas que des Constantinois ce soir. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Même des Casablancais. Il y avait, oui, j'en ai repéré quelques. Il y avait même des Tunisiens, j'en ai repéré. Monsieur Zerbib, j'ose espérer que vous êtes Constantinois, non? Oui, voilà. Mais on n'est pas de la même rue, monsieur Matouche. On n'est pas de la même rue. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Bravo pour tous. cette initiative. Madame Alouche, Merci j'aimerais beaucoup. vous poser quelques questions, mais plus tard. Je vais avoir vos coordonnées par Serge, par G. Avec plaisir. Avec plaisir. Pierre. Alors, il y a une question de Nathalie. La prochaine rencontre sera avant les fêtes autour de la liturgie constantinoise. Voilà. Ah, dingue. Salut, mamie. Salut Jackie. Comment va? Ta Ça va femme? bien. Bien. Ça va, ta femme? Grâce à Dieu, ça va. Comment ils sont pas? C'est tout le monde, c'est pour ça. Ça va sortir. Hein. Ouais. Envoyez. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. À bientôt. À bientôt à tous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Avec Annette. Celui-là aussi. Parce qu'il voit que les gens. Je regardais.